Là, il fume. Il adore faire de la fumée, donc il aime beaucoup être dehors. Donc là, c'est la période de l'année qu'il aime le moins parce que, évidemment, il ne peut pas sortir. Et va manger. Et sinon, c'est vrai qu'il ne sait pas s'occuper tout seul. Il sait se promener, manger, bouger beaucoup, faire du... Alors à l'IME, il fait du vélo. Mais ici, bon, je ne peux pas l'emmener parce qu'il sait pédaler, mais il ne sait pas en fait freiner et regarder devant. Donc c'est un petit peu comme ça, donc c'est très risqué. Il fait du roller aussi, mais selon le revêtement, il faut que ce soit très lisse, donc c'est souvent sale. Curieusement, pour justifier de la toxicité maternelle à l'égard de l'enfant, les psychanalystes n'hésitent pas à recourir à la biologie. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une dépression maternelle puisse rendre un enfant autiste? Et commencer par in utero. Donc d'abord, in utero, il se passe déjà des choses. Je ne suis pas spécialiste de l'in utero, mais il se passe des choses in utero. L'enfant bouge, les mères en parlent, les mères lui parlent, les enfants réagissent à un certain nombre de stimuli. En effet, qu'est-ce que les enfants savent du lien à l'autre in utero? Ça ne passe pas complètement par le langage, mais ça passe par tout l'environnement des sons corporels. Et au fond, est-ce qu'une mère déprimée, quand l'enfant est là in utero, l'enfant ressent quelque chose? Ça, je suis parfaitement incapable de vous le dire, n'est-ce pas? Mais en soi, moi, ça ne me paraît pas une étrangeté que de le penser. Eh bien, la plupart du temps, le symptôme de l'enfant n'est ni plus ni moins que le symptôme qui lui est imparti d'avoir par l'inconscient maternel, principalement. Parce que les enfants sont dans une relation très perméable dans leur communication avec leur mère. La gestation conditionne littéralement un enfant et le formate et vraiment lui donne quelque chose qui est entièrement fabriqué sur le corps, sur ce qui vient du corps de sa mère. Ça fragilise le terrain, c'est-à-dire que ça met l'enfant dans un état où justement sa résistance est altérée par les conditions qui lui sont faites et de son environnement. Puisque le bébé, il a une partie, la moitié de ses gènes, de ses chromosomes viennent de la mère, la moitié du père. Donc il y a une partie qui est comme la mère, celle-là elle ne pose pas de problème. Mais il y a une partie qui est comme le père et qui pose immédiatement un problème. Et d'ailleurs, dès que le bébé est conçu, l'organisme maternel va immédiatement sécréter une vague d'anticorps très forte pour expulser ce bébé qui est à demi étranger pour le corps de la mère. C'est un petit peu triste à dire si on veut le dire comme ça, mais finalement la première chose que biologiquement la mère ne supporte pas chez son bébé, c'est la partie qui vient du père. Alors ce qui est anthropologique là-dedans, c'est le double non. Non, je ne reconnais pas ce bébé, je veux l'éjecter, mais tout de suite un non au non. Ce qu'on va retrouver dans le langage, il y a toute une question intéressante là, et dans le langage, on va retrouver aussi des doubles négations de ce type-là. On a ça au niveau de la biologie. Julien, tu viens pas là? Allez, viens. Non, pas mon j'aime bien le dehors. Ouais, Tu penses qu'il va pas manger? Je mets un petit peu pour l'instant. C'est pas toujours léger le miroir. Il est pas léger. Celui qui mange comme 4 d'habitude, il n'a pas d'appétit. Il faut faire sec, Guillaume. On va commencer par faire ça. Celle-là. Vas-y, j'ai pris. J'ai pris. Je prends 4. Ah bon, j'en prends 4. Tiens, celle-là, voilà. Hop, voilà. Très bien, celle-là. On a une carte dans la caméra. Pourquoi est-ce que les autistes profonds ne parlent pas? Je ne sais pas. Ma première idée, c'est qu'ils ne parlent pas parce qu'ils ne sont pas stimulés à la parole. De même que des enfants qui sont très peu entourés par un bain de langage auront quand même souvent des difficultés de langage, même s'ils ne sont pas autistes. Par conséquent, il y a une stimulation dans le langage, une stimulation parentale ou d'environnement
qui est tout à fait importante. On n'est pas câblé neurologiquement pour le langage. La psychanalyse ne s'inscrit pas là, si vous voulez. On n'est pas câblé neurologiquement pour le langage. Bien sûr, il faut avoir les capacités de parler, mais l'essentiel, c'est que le langage, justement, il est hors de l'organisme. Pourquoi voulez-vous qu'ils communiquent? Ils sont en fusion. Ils communiquent sans parole. Il n'y a pas de raison d'acquérir la parole. La parole suppose l'accès au symbolique, hein, l'accès au père. Je ne suis pas qu'avec ma mère, il existe un père qui m'a créé à l'origine, hein, qui a été le fondateur avec sa puissance paternelle, qui a créé un enfant. Et l'enfant ne le découvrira que progressivement, ça. En quoi le père incarne-t-il le symbolique? Ah, c'est difficile, ça. C'est l'accès à l'abstraction, l'accès à la distance, l'accès... Il faut bien parler quand on n'est plus collé. Il vient s'interposer entre la mère et l'enfant. Parler à l'autre veut dire qu'on n'est plus confondu avec l'autre. Je veux dire, tant qu'on n'est pas séparé, tant qu'on est confondu dans l'autre, tant qu'on est fusionné dans l'autre, ce qui est le problème des enfants autistes, justement, pour qui d'ailleurs l'autre n'existe pas. Mais après, quand l'autre commence à émerger, ils sont encore dans une distance tellement pathologique qu'ils ne peuvent pas parler à l'autre. Les enfants autistes, on dit que leur mère n'arrive pas à capter leur regard. Ben oui, ils ne sont pas dans la relation du tout. Ils sont restés dans un œuf. Ils fuient la mère alors parce qu'ils sont fusionnés à la mère? Ils n'ont pas décollé du tout. Moi, ce que j'en dis, c'est ils sont restés dans l'œuf, dans l'utérus. Ils sont restés dedans. Pourquoi voulez-vous qu'ils regardent ou qu'ils parlent? On ne peut penser à l'autre, on ne peut parler à l'autre que si on a pris du champ. Tant qu'on est encore inclus, interpénétré, fusionné avec l'autre, on peut ni penser à l'autre, ni parler à l'autre. C'est presque un truisme. Si le langage nous touche tout au long de notre vie à ce point-là, et la psychanalyse passe par le langage, c'est que le langage ne parle que de séparation. Et ça, c'est une vision qui n'a... c'est une vision du développement, si on veut, mais extrêmement spécifique de la vision psychanalytique des choses. Concrètement, c'était quand on l'appelait, il ne nous regardait pas. Il répondait pas, tout simplement. Il ne parlait pas. Il ne jouait pas avec les autres enfants, aucun centre d'intérêt. Enfin, il ne jouait pas avec les autres enfants, il ne se mélangeait pas. Pour la marche. C'était Guillaume à 2 ans. 18 mois, 2 ans et demi même encore. Et c'est vrai qu'il alignait tous les objets, les bouteilles d'eau, les paquets de cigarettes. Il prenait tout, il alignait, il jouait avec les lumières. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. C'était assez sympa, quoi. Il y avait pas mal de stéréotypies. Beaucoup de mal à tous les changements, en fait. Dès qu'on changeait de chemin pour aller dans un endroit, ça pouvait être une crise. Si on passait devant un endroit où il aimait bien aller, mais qu'on ne s'arrêtait pas, si on passait juste devant, c'était une crise aussi. On faisait frissonner un papier de bonbons, il arrivait en courant. Par contre, c'est vrai qu'il était à 3 mètres de nous, on l'appelait Guillaume, il ne se retournait pas. Donc c'est vrai que là, il y avait des signes quand même assez importants, quoi. Le psychisme, il n'évolue pas indépendamment du cerveau, il ne se promène pas tout seul dans le vide. Si on a d'un côté un enfant qui a un cerveau normal, qui fonctionne bien d'un côté, et de l'autre côté un enfant autiste par exemple dont le cerveau ne fonctionne pas bien, est-ce que ça ne fait pas une différence fondamentale dans sa capacité à communiquer avec le monde extérieur? Cette façon de concevoir la causalité de l'autisme est très réductrice. Ce que nous pouvons constater lorsque nous nous occupons des enfants autistes, c'est précisément que les enfants autistes sont malades du langage. Que l'autisme est une façon de se défendre de la langue. On mange beaucoup. Et comme papa, il en faut 2. Non, du tout. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as compris que Guillaume était autiste? Un coup de massue sur la tête, quoi. Énorme. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? On se pose vraiment toutes ces questions. On passe par des phases de peur, de colère, de culpabilité. On passe par toutes ces phases, en fait. Et puis on se bouge les fesses et puis on avance après, quoi. On se dit, bon, ça sert à rien de s'apitoyer, on va trouver ce qu'il faut pour le faire avancer. Pour l'aider à grandir correctement. Donc du mieux possible, quoi. S'intégrer aux autres.
Donc voilà, et on a fait toutes les démarches, associations, et c'est là qu'on a appris qu'il y avait des méthodes éducatives pour leur apprendre à communiquer et à se développer, à diminuer leur angoisse, donc à s'ouvrir au monde, quoi, tout simplement. C'est la méthode PEX. PEX, ouais. Et ça a très bien marché avec Guillaume. C'est-à-dire concrètement, c'est des images. Ça permet de communiquer avec des images. Ouais, tout à fait, ouais. C'est-à-dire que pour me demander un verre d'eau, avec lui, j'ai commencé avec une carte, parce qu'il prenait de l'eau et il crachait l'eau par terre. Et je dis, bon, je commence tout de suite avec ça, ou parce que là, il va en faire un jeu. Je fais, tant pis, j'essaye. Pour me demander l'eau, je lui ai appris à me donner la carte. Comme ça, dès qu'il me donnait la carte, il avait l'eau. Et au bout de 2-3 fois, il a compris que pour avoir de l'eau, il fallait qu'il me donne la carte. Donc ça a marché comme ça pour l'eau au début. Après, ça a continué pour les aliments et pour plein d'autres choses, quoi. Et au bout de... combien de temps? Au bout de 2-3 mois de PEX, il commençait à dire ses premiers mots. Et au bout de 6 mois, il n'utilisait plus le PEX parce qu'il faisait des phrases. Donc il avait 4 ans, presque 4 ans. Donc pour ça, ça a été très bénéfique pour lui, quoi. En fait, son langage s'est développé à une vitesse grand V avec le PEX. Et une sacrée victoire, ça aussi. Oui. Ouais, c'est le premier maman, quand on tombe par terre. Le psychanalyste austro-américain Bruno Bettelheim a été le précurseur du traitement psychanalytique de l'autisme. Bettelheim comparait les enfants autistes aux prisonniers des camps de concentration nazis qui se balançaient d'avant en arrière, sidérés de terreur dans l'attente d'une mort imminente.